Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S1109 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 13 novembre 2025. Nous sommes toujours avec Mathieu Lepage de la boutique spécialisée Camara de La Roche-sur-Yon et le journaliste spécialisé Jean-Nicolas Léhec du magazine en ligne Phototrain pour notre grande sélection des meilleures optiques 2025. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par MN Photo Vidéo, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Jean-Nicolas, Mathieu, si on devait essayer de résumer, de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi, Jean-Nicolas. Quel bilan faire de l'année en ce qui concerne les optiques ? Écoute, énorme accroissement de la gamme d'optiques. Par exemple, pour ne citer que chez Sigma, on a 8 optiques au total en une seule année. C'est un peu plus même, si on est très rigoureux. Si on a les optiques ciné, j'allais y venir, tu as 10 optiques au total nouvelles. C'est assez dingue. Aussi une belle incursion des optiques hybrides, donc orientées à la fois photo et vidéo, avec des gros progrès au niveau de la motorisation autofocus qui allie à la fois précision et souplesse, ce qui n'était pas couru d'avance. Et puis de très belles surprises aussi avec des optiques atypiques, non seulement du côté des optiques tiers, mais aussi du côté d'acteurs historiques comme évidemment le Canon 45 mm f1.2 qui allie bokeh ultra doux, compacité et performance à la fois optique et autofocus à un tarif de 499, donc c'est assez dingo. Donc clairement une année extrêmement riche, mais aussi une année extrêmement plurielle, parce que c'est pas juste dans une seule direction que les gammes se sont accrues, et donc ça fait très plaisir à voir. Et puis vraiment singulière, c'est-à-dire que le 135 mm f1.4, un 45 mm f1.2, un 50-200 f2.8, 300, 600 f4, il y a de la singularité, c'est chouette. Mathieu, où en est la grande transition du parc optique des photographes qui sont passés à l'hybride, mais qui avaient un système optique réflexe ? Et c'est en train de se réduire pour beaucoup de photographes, parce que là, justement, le parc optique commence à être de plus en plus large, plus en plus quand même, on va dire, étoffé, intéressant et puis innovant. Et justement, ces petits produits extraterrestres qui vont sortir, on n'a pas parlé du 28-105 de 8 constant, par exemple aussi, toutes ces optiques justement de plus en plus accessibles ou extraterrestres, accélèrent le passage de certains utilisateurs réflexes. On va toujours avoir certains qui vont rester parce qu'ils veulent garder leur ancien 135, leur ancien 85-1.2. Mais non, le renouvellement du parc se fait et de toute façon, c'est tant mieux. Et de toute façon, on le voit nous sur le marché de l'occasion, hein, il y a de plus en plus d'objectifs, plus en plus de belles optiques et justement des photographes qui achètent des objectifs d'occasion réflexes pour les adapter avec les bagues. Donc non, on voit quand même, nous, qu'il y a un bel renouvellement, mais merci aux marques quand même de proposer pas mal d'objectifs. Je reste avec toi. Quelles sont aujourd'hui les montures qui offrent le plus de choix niveau optique ? De toute façon, à mes yeux, il n'y en a qu'une, ça reste Sony. Sony a le parc optique déjà en perso, APS-C comme plein format. Ils sont alliés avec Sigma qui a le parc optique plein format comme APS-C. Et justement, tout le fait justement de toutes ces marques tiers justement qu'il ne faut pas laisser tomber, justement, offre beaucoup de possibilités en monture Sony E. Après, attention, c'est pas parce qu'il y a de la quantité que c'est forcément que des choix intelligents, réfléchis ou quoi. Une marque comme Fujifilm, justement, a bien moins de choix, mais les objectifs sont quand même, en globalité, quasiment tous très qualitatifs. Jean-Nicolas, est-ce que les optiques chinoises haut de gamme deviennent de crédibles alternatives aux grands opticiens japonais ? Clairement, oui, on a une très belle progression. Pour citer par exemple Viltrox, qui est un des acteurs les plus dynamiques en ce moment. Par exemple, là, le 35-1.2 qu'ils ont sorti, le 135-1.8, qui sont de magnifiques optiques et qui ont des performances optiques comme autofocus d'ailleurs, parce que c'est ça qu'il faut souligner, c'est aussi les performances autofocus qui sont très bonnes. Et donc vraiment, c'est très satisfaisant de les voir arriver sur le marché de manière aussi puissante. Et aussi, d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que c'est pas juste sur le haut de gamme, mais maintenant, on a carrément différentes gammes au sein des constructeurs chinois. Par exemple, là, pour rester chez Viltrox, on a la gamme Lab, on a la gamme Pro, on a la gamme R. Evo aussi. Evo aussi, j'ai failli l'oublier. Donc, clairement, on a plein de gammes différentes. Donc,
pour couvrir tous les besoins, tous les budgets. C'est assez saisissant de voir justement à quel point ils veulent investir sur tous les marchés. Et c'est assez incroyable. Par exemple, Laowa aussi maintenant a une gamme qui est ultra complète en macro et en tilt shift et en ultra grand angle. Donc franchement, une énorme diversification. Coup de cœur massif au Laowa 10 mm qu'on a déjà cité pendant l'émission. Et par exemple, du côté de Sirui également, qui propose de très belles choses en APS-C oui, en plein format aussi, en anamorphique, effectivement. Et derrière... On en oublie Samyang. Hein. Là, on non, parle des Chinois, mais c'est ce que j'allais dire, justement. Les acteurs coréens comme Samyang bien sûr, au niveau des outsiders aussi. Au niveau des focales fixes, il y avait déjà de très très belles choses. Par exemple, au niveau des 35 mm Samyang que j'aimais énormément pour la personnalité. Ils renouvellent leur version aussi. C'est ça. Oui. Et derrière, par exemple, justement, le 35-150, alors bon, qui est un peu comment dire, très très ressemblant avec un certain Tamron, on va dire. Mais le 35-150 est une magnifique optique, extrêmement polyvalente, extrêmement lumineuse. Et après, j'avais beaucoup aimé, par exemple, le 14-24 mm que Samyang avait sorti en partenariat avec Schneider Krosnar. Et là, ils ont sorti récemment un 24-60 qu'on va tester très bientôt. Et ces optiques qui sont très prometteuses, en plus d'être très abordables. Donc, c'est vraiment intéressant. Mathieu, quels sont les arguments avancés par les constructeurs pour convaincre les utilisateurs de passer sur des optiques hybrides de seconde génération ? Alors, il y a 2 gros arguments qui sortent souvent. Souvent, on arrive à avoir ce niveau compacité. Hein. On l'a bien vu sur le 1655 2.8 de chez Fujifilm ou le nouveau 24-70 2.8 de chez Sigma. On a la compacité. Et après, aussi, gros argument très mis en avant souvent par Sony, qui est l'autofocus. Hein. On reste vraiment sur la compacité et l'amélioration permanente de l'autofocus. On a des formules optiques, mais en fait, plutôt ce qu'on nous promet, c'est plus en plus de compacité avec justement une formule optique de moins en moins dégradée. C'est ça aussi justement un argument qui est assez impressionnant et on l'a bien vu avec beaucoup d'objectifs de chez Sigma. On n'a pas parlé aussi du 17 mm f4 qui est un objectif extrêmement compact avec une qualité d'image plutôt correcte. Bon, attention, il y a quand même un vignettage aussi qui est très très prononcé. Mais justement, il y a eu ce débat entre XF 1024 ou le prendre en version 10-18 2.8 qui est hyper compact. Donc justement, c'est vraiment la compacité, l'autofocus et quand même le gain de qualité de piqué d'image malgré ce rapetissement, cette diminution du produit. Et à la fin, ça fait des versions 1 abordables sur le marché de l'occasion. Tu l'as dit pour le 56 mm, tu parlais tout à l'heure des modèles à réflexe, c'est quand même pas mal aussi. Oui, mais même pour les Z, hein, là, 2470 première génération, ça casse le prix. Hein. Jean-Nicolas, quels critères prendre en compte au niveau optique si on s'intéresse exclusivement à la vidéo ? Clairement, va y avoir la motorisation autofocus parce que ça va être le gros discriminant. Alors certes, évidemment, en vidéo, on peut faire en manuel, mais aujourd'hui, compte tenu de ce que permettent de faire les capteurs, il faut voir si l'autofocus est suffisamment véloce, précis et souple pour supporter un usage vidéo. Et après, j'aurais tendance aussi à avoir au niveau de l'ergonomie, par exemple, avoir une bague d'ouverture décrantable, donc on peut retirer le clic au moment du passage des valeurs d'ouverture. Ça, c'est hyper important. Et ça permet justement d'avoir une souplesse au niveau de l'utilisation qui est assez notable. Après, derrière, on pourrait argumenter aussi au niveau de la compacité. Si c'est des optiques à encombrement constant, c'est beaucoup plus équilibré quand on l'utilise notamment sur une gimbal. Et après, il faut voir au niveau de la conception optique, est-ce qu'il y a une attention particulière au niveau de la réduction du focus breathing, donc en gros au niveau de la réduction de la variation du champ quand tu ajustes la distance de mise au point. Tout ça, ça fait des points auxquels il faut être vigilant et c'est des points aussi sur lesquels les constructeurs travaillent actuellement justement. Donc c'est tout à fait pertinent de voir ces évolutions-là parce que les vidéastes maintenant ont quand même de bien belles options sous la main pour faire de la vidéo sans aller sur des optiques ciné, donc sans avoir des budgets et des encombrements qui sont trop élevés. Donc ça, c'est bien cool. Mathieu, 1 ou 2 optiques coup de cœur de l'année, toute catégorie et marque confondue pour toi ? Non, le vrai coup de cœur qui me vient, là, c'est vraiment l'annonce de la nouveauté, là, le 45-1.2 RF. Là, ça ouvre beaucoup de possibilités, aussi bien qu'on soit professionnel, petit budget, professionnel exigeant, amateur éclairé, pas éclairé. Là, c'est vraiment mon coup de cœur. Ça va ouvrir. Enfin, là, on ouvre l'accès à beaucoup de photographes et c'est pas une optique trop élitiste. Enfin, c'est ce que je trouve quand même très intéressant dans le choix de cette optique. Jean-Nicolas ? Euh, Une seule.
Viltrox 135 à 8, je pense. Parce que c'est atypique, parce que c'est pas forcément la marque à laquelle on va passer en premier quand on veut s'équiper. Et pourtant, maintenant, justement, ça permet d'avoir d'excellentes performances, un magnifique bokeh et sans trop se ruiner. Donc, franchement, allons-y. Et toi, Benjamin? Je dirais le Sigma 135 mm 1.4 parce qu'elle est vraiment assez inattendue au niveau de l'ouverture en tout cas. Donc ça m'a sidéré. Et sinon, toujours chez Sigma, et parce qu'il n'y a pas que les grands capteurs dans la vie, le 12 mm 1.4, qui est aussi une magnifique optique pour APS-C. Merci à tous, on conclut là-dessus.